Je laisse la parole à Pascal Cauchy pour le programme de la journée. Un grand merci, au revoir. Alors, très rapidement, parce que je veux essayer que l'on respecte les horaires, ça serait pas plus mal et peut-être plus courtois vis-à-vis de nos intervenants. Nous continuons notre parcours royal avec ce matin 2 interventions. La première se situe dans une des 3 grandes souverainetés, des grands principes de la souveraineté royale, qui est dire le droit et faire respecter la loi. Et nos manuels de droit traditionnels nous expliquent que le droit romain est à la source du droit français. Il y a quelques années, il y a eu une réflexion en se disant, mais est-ce que c'est exclusivement le droit romain ou est-ce que le droit local n'y a-t-il pas aussi apporté son limon? Et je remercie beaucoup Bernard Daquin, président de la Fédération de Normandie, d'avoir tenté ce pari de trouver l'héritage, notamment en Normandie, du droit local qui va irriguer justement peut-être le droit royal. Cette intervention, je trouve, est tout à fait intéressante et certainement pionnière dans ce domaine. Donc je n'en dis pas plus. C'est une première. Merci encore. Et je te laisse la parole. Que j'aime ce silence de cathédrale. J'espère qu'il se poursuivra tout au long de mon intervention et que l'ennui ne vous saisissant pas, vous resterez capté par mon propos. Alors, commençons sur ce vaste sujet à explorer. Une anecdote possiblement légendaire raconte qu'en juin 1944, le maire d'une petite commune du Calvados se vit traité de haut par un major de l'armée anglaise. Vous autres, Normands, n'avez que 2 léopards sur votre bannière, alors que nous, Britanniques, en arborons 3. La réponse du paysan, matois, laissa sans voix l'anglais et lui fit ravaler son arrogance. Elle disait toute la malice et la fierté de son peuple. Oui, mais nous, on a l'épée et puis la met. Cette réplique drôlatique illustre cette capacité toute normande à susciter, entreprendre, inaugurer, explorer, être aux origines. Alors la Normandie, source du droit royal, le titre de la conférence peut paraître pompeux, présomptueux, gonflé d'un orgueil régional un peu époumoné, mais il n'en est rien. Laissez-moi vous mener par les méandres trop méconnus de notre histoire nationale. Laissez-moi vous conter une geste royale, faite d'humilité, de fermeté, de sagesse, d'emprunt, de mesure. Laissez-moi vous narrer une épopée politique pleine de verve et de saveur, de rouerie et d'esprit d'à propos. Vous verrez dans ce récit le jeu de patience infiniment relayé par nos rois pour établir leur pouvoir, édifier pas à pas une civilisation, construire le royaume, le plus beau qu'on ait vu sous le ciel. Pour cela, il fallait les outils nécessaires, les piliers efficaces, les fondations judicieuses, les modèles pertinents. La Normandie et le royaume anglo-normand furent de ces modèles, leurs institutions et leurs droits aussi. Alors aux origines, qu'en était-il? On va passer de l'antagonisme aux influences réciproques. On peut le dire, les Vikings furent des marins commerçants aux méthodes musclées, aux appétits inextinguibles et surtout des païens totalement dépourvus d'égard pour la chrétienté, ses représentants et ses richesses. D'un courage indomptable, ils furent des guerriers redoutables et sans aucune pitié. A furore Normanorum liberanos domine, c'est la longue plainte qui s'élevait des monastères en flammes. Ce qui vaut pour les religieux de Neustrie, vaut pour le prince carolingien et ses successeurs robertiens et capétiens. Les Normands sont un fléau et le royaume est incessamment mis à sac. Alors faire des réalisations normandes les pièces en partie fondatrices du royaume de France est osé, mais vérifiable. Province perdue, duché conquérant, royaume et voisins encombrants, la Normandie et son avatar anglais ne furent point la seule référence ou l'unique préférence du droit français. Il était d'autres contrées et d'autres possessions pour l'instruire de leurs expériences, ou aiguiser ses ambitions comme la Bretagne, la Flandre, la Bourgogne, la Provence, l'Aquitaine. J'espère que je n'ai oublié personne. Mais du Xe au XIIIe siècle, la Normandie fut l'obsession du prince, l'ombre portée sur son royaume par un vassal à figure de suzerain. L'expansion normande faisait en même temps figure de menace et de modèle au prince robertien. Prospérité, éveil culturel, cour brillante, baron plus souvent soumis que remuant, administration opérante, justice exemplaire, système fiscal efficace. La frontière entre duché et royaume était plus épaisse que linéaire, ce qui fait que le voisinage fut houleux, traversé d'incursions, objet de litiges, de cavalcades, l'arme au poing, d'autant que, comme dans le Vexin, les terres ecclésiastiques chevauchaient souvent les domaines royal et ducal, d'où conflit. Combien de fois
il fallut batailler, traiter, soumettre par procès, diplôme ou mariage, un concurrent redoutable, ambitieux, aventureux, qui se jetait dans les conquêtes, les croisades et les querelles, tandis qu'il administrait avec adresse ses possessions et soumettait ses propres vassaux sous sa poigne. Pendant ce temps-là, qu'en est-il de l'état plutôt piteux du royaume des Lys? Lorsque la Normandie voit le jour à l'aube du Xe siècle, il n'est point le roi de France, point de France. L'héritage de Charlemagne est aux 4 vents, le souverain est roi des Francs et fin de régner sur les Gaules sous la tutelle de grands féodaux. Depuis toujours, les rois de France se sont nommés Rex Francorum dans la titulature de leur diplôme ou leur monnaie, roi des Francs. Et Marie-Madeleine Martin souligne « Ils sont les rois d'un peuple et non d'un pays. Ils ont gardé une mentalité de chef de tribu. Le royaume pour eux n'est point un héritage défini, siège d'une civilisation également définie. C'est un butin de guerre, le fruit d'une conquête propre à être agrandi, diminué, partagé. » Cela va durer encore longtemps et nous y reviendrons. En ces temps troublés qui ont suivi le règne de Charlemagne, vient à régner Charles III le Simple. Ne nous méprenons pas, ce n'est pas le sot, c'est plutôt le doux et la fable. L'un des derniers carolingiens, né posthume, il est faible. Sa légitimité est contestée et ses possessions ravagées par les raids normands, les razzias sarrasines et les expéditions des Magyars. On disait à l'époque les Hongrois. C'est aussi le temps de l'émergence des grands féodaux en Aquitaine, en Flandre, en Bourgogne, qui étendent leurs prérogatives territoriales, judiciaires et fiscales. Alors que va-t-il se passer à Saint-Clair-sur-Epte? Habile et résolu, Charles le Simple est prêt à payer le prix d'une paix retrouvée avec ses turbulents Northmen, venus de Norvège ou du Danemark, directement ou via l'Angleterre. Un jour de l'automne 911, il vient jusqu'à Saint-Clair-sur-Epte, accompagné de ses grands, d'un nombre considérable de clercs, en présence de l'archevêque de Rouen, pour recevoir l'hommage de Rollon et lui céder un vaste domaine de l'Epte à la mer, incluant Rouen. En gros, pour vous faire une représentation aujourd'hui, c'est le pays de Caux, le nord, qu'on appelle le comté du Talou, le comté d'Arques, jusqu'au Tréport, et la basse vallée de Seine. C'est la Normandie primitive, celle qui aujourd'hui compte encore le plus grand nombre de toponymes d'origine scandinave. La tradition légendaire décrit pour l'anecdote le renversement, c'est le mot, qu'opère le comte Rolf quand il rencontre le roi. Après avoir placé ses mains entre celles du roi franc en signe d'hommage et dédaignant de se courber pour baisser sa pantoufle, Rollon délègue un de ses proches. Celui-ci se saisit du pied royal pour l'élever à sa bouche, faisant choir le carolingien. L'humiliation fut publique et dit quelque chose du projet normand. Rolf le marcheur, alors le marcheur, je vais vous dire pourquoi, c'est assez rigolo, petite anecdote en passant. Lorsqu'il montait à cheval, il était grand au point que ses 2 pieds touchaient par terre de chaque côté. Il faut dire que les chevaux scandinaves, il suffit de regarder les chevaux islandais, sont de petite taille, mais quand même. En tout cas, ce Rolf-là, il voyait grand. Et s'il avait dédaigné la Flandre qui lui était d'abord présentée comme butin, il va lorgner vers le sud et vers l'Occident. Cependant, l'affaire n'est pas si désastreuse pour le descendant de Charlemagne. Avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte, c'en est fini de 2 siècles de pillage incessant des Normands. Le Carolingien a scellé une alliance militaire avec l'ancien ennemi, obtenu la conversion de son nouveau vassal et de ses hommes, et clause essentielle du traité, au prix certes d'une de ses filles illégitimes, Gisèle, et d'une concession territoriale à leurs mineurs, à laquelle il conviendra d'ajouter la Bretagne que, néanmoins, Charles le Simple ne possédait pas. Ça n'empêche pas de mettre ça dans la corbeille de mariage. Le calcul de Charles est plutôt habile. L'envahisseur devient le gardien de son terrain de jeu de prédilection, la paix est rétablie, théoriquement, le Normand reste le vassal et par conséquent l'allié du Franc. La colonisation prend pratiquement fin, car les hommes du Nord ne seront jamais nombreux, même si la Normandie restera une terre de migration à la faveur de son développement. Et on va voir ainsi surgir l'expansion normande. Parce que pour devenir une référence et un concurrent craint et respecté, il faut grandir et prospérer. En 911, tout est à faire, et vite. Il ne reste rien de l'administration royale ou ecclésiastique. Sous la férule de Rollon, le domaine s'étend en à peine plus de 20 ans jusqu'au Cotentin et vers le sud. À sa mort, en 933, la Normandie se trouve déjà dans ses limites actuelles. Les premiers comtes, imités par les ducs qui leur succéderont, prendront les titres et les limites géographiques de l'ancien territoire qu'ils ont soumis. Toute l'administration ducale se coulera sans coup férir dans le modèle carolingien, qui retrouve une remarquable vitalité dès lors qu'une nouvelle impulsion politique leur anime.
Dès cette époque, la Normandie est pacifiée, la population vit en sécurité, plus de rapines, de viols, de meurtres, de massacres. L'on dit même que Rollon avait suspendu à un chêne, en forêt de Roumard, près de Rouen, un anneau d'or dont jamais nul voleur n'osa s'emparer. La justice est rendue au nom du prince, par lieu où des clercs se sont étroits contrôles, puis après la conquête de l'Angleterre et à l'imitation des shérifs, par des baillis et leurs vicomtes. Autrement dit, des délégués qui rappellent un peu les missi dominici de Charlemagne, hommes qu'il nomme et révoque à son gré. Elle est dispensée selon un droit essentiellement d'origine franque, mais suivant quelques principes scandinaves, dont un, essentiel et durable, tous les habitants sont égaux devant la loi et la coutume et une partout, ce qui est une caractéristique considérable et un outil puissant pour l'établissement de la prospérité de la Normandie. La population adule son prince et l'on ne connaît qu'une seule révolte paysanne avant le XIVe siècle, en 996. Le faible nombre des colons scandinaves a une politique résolue de conversion au christianisme, de rapports très étroits avec les provinces ecclésiastiques, ainsi qu'une grande mixité matrimoniale et l'adoption du français comme langue usuelle à la cour comme à la ville permettent l'implantation des conquérants, leur assimilation et leur acceptation par la population autochtone. Même si bon nombre de bourgs et de fiefs prennent un nom d'origine scandinave, même si, comme les toponymes, l'anthroponymie révèle l'origine nordique de certains habitants, la langue norroise est rapidement abandonnée et dès le milieu du Xe siècle, le latin sert à la rédaction des actes et le français est parlé à la cour ducale. Cet apport culturel fondamental explique la facilité avec laquelle les modes et les traditions politiques, militaires et culturelles pourront passer les frontières entre duchés et royaume de France. Cette porosité qui vaut pour la langue vaut aussi pour les hommes, évidemment. En Normandie, les barons eux-mêmes se recrutent non seulement dans l'entourage ethnique, donc nordique, des Rollonides, mais aussi dans la noblesse franque. Ils sont soumis au pouvoir de leur suzerain et contrôlés par lui. L'une des caractéristiques de l'établissement ou de la concession des fiefs consiste, pour le prince, à émietter le domaine de son vassal en une myriade de possessions disséminées par tout le duché. C'est assez génial d'ailleurs. C'est un dispositif que Guillaume le Conquérant reprendra lorsqu'il possessionnera ses compagnons de la chevauchée d'Hastings, où il prendra soin de les récompenser, bien sûr, mais en éparpillant leur domaine entre le nord et le sud de royaumes pas encore unis, de l'Angleterre et de l'Écosse, ce qui fait que jamais ces grands barons n'auront de possession unique qui permettent de tenir tête au prince. Ces barons sont nommés par lui et révocables aux offices qu'il leur concède, et sauf rare exception, les fonctions qu'ils occupent ne sont pas héréditaires. Il reçoit leur soumission et les grands ne relèvent la crête que lors des phases de succession sur le trône ducal, puis royal. C'est d'ailleurs la seule fragilité du duché, des règles de succession incertaines faisant le lit de l'ambition des barons et le prétexte de troubles d'un règne à l'autre. Faiblesse congénitale du monde normand, dont les rois de France se feront un jeu. Et un point pour la monarchie capétienne qui, elle, dès l'origine, associa le roi régnant à son fils, aidé par le miracle dont bénéficia la lignée des Capétiens directs, puisque vous savez que de Hugues Capet à Philippe le Bel, soit pendant plus de 3 siècles, ils connurent chacun l'heure d'avoir un fils aîné vivant pour lui succéder. On va voir comment s'établit la comparaison entre les deux possessions. Au sud du Vexin, le royaume de France, au nord, le duché puis le royaume normand. Côté franc, avant que s'achève le Xe siècle, la dynastie des Carolingiens aura laissé place au Robertien, duc des Francs, qui accède au trône avec l'élection et le sac du Capet en 87, comme chacun sait. Sous son règne, le domaine royal représente à peine plus que la surface d'un département actuel, d'Orléans à Melun. La jeune dynastie capétienne peine à relever une monarchie moribonde et ploie sous la tutelle des féodaux et de l'Église. Elle excellera à s'émanciper, nous l'avons vu hier, mais y mettra un temps infini. Il faudra la persévérance des premiers capétiens directs, et notamment celle prépondérante de Philippe Auguste, pour que l'autorité royale s'exerce dans des limites voisines du territoire français contemporain. Philippe Auguste sera le premier roi à faire enfin porter sur ses actes, sporadiquement à partir de 1190, officiellement à partir de 1204, date du rattachement de la Normandie à sa couronne, le titre de Rex foncier, roi de France,
au lieu de Rex Francorum. Parallèlement, la Normandie prend lestement son essor. Du cadre féodal initial subsiste le carroyage administratif, comté et vicomté. Outre son rôle éminent de chef de guerre capable de lever l'ost, demeure aux mains du prince normand le pouvoir judiciaire partagé avec ses clercs, on l'a vu, celui de battre monnaie et de lever l'impôt. Le génie des Rolonides excellera dans ces 4 domaines. Ce qui fait que dès 1026, à la fin du règne du premier duc en titre, celui qui adoptera le titre de duc, c'est Richard de Lebon. Bien longtemps auparavant, les princes se faisaient appeler comtes. Richard de Lebon ou l'irascible, ça dépend des chroniqueurs. L'on pourra dire, la Normandie est alors la principauté la plus puissante et la mieux administrée du royaume. Maintenant, il faut dire pourquoi et évoquer l'appui de l'Église. Le premier changement réussi est celui des hommes. Pour s'implanter durablement, les Normands devront faire amende honorable à l'égard d'une religion qu'ils ont persécutée, certes plus par esprit de lucre que par conviction, mais il ne leur suffit pas de recevoir le baptême pour convaincre de revenir dans la contrée les clercs qui l'ont déserté. La méfiance est de mise et le retour des religieux se fera prudemment et lentement. Au cours des 2 siècles précédant l'établissement des Normands, l'église de cette partie de la Neustrie avait été ruinée. La province ravagée, les monastères avaient pratiquement tous disparu, le clergé ayant fui la région avec de précieuses reliques sous la robe de bure. De pillards des abbayes, le comte de Normandie et ses barons deviennent leurs protecteurs, voire leurs fondateurs. Ils en retirent prestige et reconnaissance et surtout une collaboration de tous les instants pour leur administration. Ils en acquièrent un savoir-faire. Avec la conversion du comte et de ses féaux, plus politique que sincère peut-être, mais jamais démenti, le soutien de l'Église est un atout fondamental qui va favoriser la mise en place des institutions et la renaissance intellectuelle de la province. Il s'exprime d'abord dans la province ecclésiastique de Rouen, puis s'étend aux nouvelles dimensions du duché. Restaurés ou créés, petit à petit, les monastères couvrent à nouveau le territoire. Ainsi, Jumièges, Saint-Vendry, le Mont-Saint-Michel retrouvent leur lustre et leur influence avec le concours de clercs venus de Paris, d'Italie, porteurs de la réforme de Cluny. D'autres encore se relèvent ou voient le jour à l'imitation de leurs princes. Les barons fondent et dotent les nouveaux établissements. En tout, il y en aura plus d'une 40aine. Systématiquement, le duc intervient dans les donations pour donner son consentement aux largesses de ses vassaux envers les religieux. Sans doute en raison du droit féodal, mais aussi par choix politique, de manifester une étroite présence. Ces barons et ces princes prennent part aux toutes premières croisades pour libérer du joug des Sarrasins le sud de la péninsule italienne, l'Espagne, la Sicile, la Terre Sainte, la côte tripolitaine, l'Anatolie, Chypre. Ils en acquièrent un prestige plus grand auprès de la papauté. Il suffit de se souvenir que Guillaume, le bâtard à l'époque, a reçu l'appui et même la bannière du pape, représentée sur la tapisserie de Bayeux, pour mener son expédition victorieuse de 1066 outre-Manche. En 3 siècles, le territoire proprement normand s'étend jusqu'au Cotentin, puis au Maine, à l'Anjou, à la Bretagne et à l'Aquitaine. De Comte, son chef, devient duc, puis un roi respecté et puissant, régnant sur la moitié de la Gaule, l'Angleterre, l'Écosse, une partie de l'Irlande, pendant que la Francie voit son étoile pâlir. Ainsi, sous le règne de Guillaume le Bâtard, le domaine ducal devient royal, on l'a vu en 1066, avec la conquête de l'Angleterre jusqu'à l'Écosse. Il faut savoir que environ la moitié des clans écossais portent des noms normands. Avec Mathilde l'Emperesse, la veuve de l'empereur, mais remariée avec, je crois, Guillaume d'Anjou, petite fille de Guillaume le Conquérant, les possessions anglo-normandes augmentent considérablement lorsque les couronnes se réunissent en 1153 par l'avènement de son fils Henri II, premier prince régnant de la maison de Plantagenet. À son apogée, le territoire continental de ce royaume occupe toute la moitié ouest de la France, Bretagne comprise, et même une incursion puisque ça englobe la Bourgogne. Venons-en à ce qui fait le trait fondamental de mon intervention d'aujourd'hui, la coutume de Normandie, ce que l'on peut appeler un monument juridique. La conscience collective normande peut encore aujourd'hui s'enorgueillir d'être le berceau en Occident d'un phénomène historique non révolu à ce jour, le droit coutumier. Celui-ci va bouleverser le système juridique du Moyen-Âge sur un vaste territoire qui
au XVIIe siècle, puisque cela va durer, débordera largement le cours de la Loire vers le sud, jusqu'au Poitou, la Marche, l'Auvergne, la Bourgogne, la Franche-Comté. La coutume de Normandie est notée d'un prestige et d'une longévité inégalée. Antérieure à la coutume de Paris, elle lui survivra après le séisme révolutionnaire. Ainsi, ce système légal, apparu au début du Xe siècle, dès le règne de Rollon, est resté en vigueur dans les îles anglo-normandes après la Révolution française, jusqu'à nos jours. Il irrigue encore les pays de common law, dont les ressortissants ignorent pour la plupart que la langue des juridictions est le français, à 95%. 95% du langage juridique anglo-saxon est d'origine française. Et il est en passe aujourd'hui d'être inscrit à l'UNESCO au titre du patrimoine immatériel de l'humanité. Alors bien sûr, il faut pour cela un contexte favorable. À la fin du IXe siècle, les droits anciens déclinent, ils n'évoluent plus et sont de moins en moins compris, tandis que les mentalités changent. L'incapacité du roi carolingien à faire appliquer une règle juridique sur l'ensemble de ses sujets et vassaux conduit à l'émergence d'un nouveau mode de création du droit. Des pratiques juridiques s'affirment au sein d'un même groupe, sur un territoire donné, pour acquérir valeur obligatoire. Ainsi, un véritable droit coutumier émerge et s'impose comme la première source du droit. La coutume vient à point pour offrir une large souplesse nécessaire à l'adaptation du droit à ces évolutions. Véritable source du droit au même titre que la loi régalienne, la coutume s'en différencie par l'origine. Si la loi vient d'en haut, exprimant la volonté du prince, la coutume, elle, vient d'en bas pour soudre de l'usage populaire. N'est-ce pas la préfiguration du principe cher à notre école, l'autorité en haut, les libertés en bas. Alors pour valoir droit de coutume, cet usage doit être oral et ainsi accessible à tous, même aux illettrés. Il doit être répété, consacré par le temps. Une fois n'est pas coutume, dit-on. La coutume doit être immémoriale, nul ne devant se souvenir d'un usage contraire. Elle est ainsi fille du temps. Elle doit être acceptée par la population de manière expresse, lorsque concrètement on applique un usage, ou tacite, lorsqu'on ne s'y oppose pas. Et cet assentiment spontané lui confère sa force obligatoire. Elle est ainsi souple et rigide, souple car c'est le groupe social qui est le créateur de la coutume et qui peut donc la faire évoluer dans le temps, au gré de ses besoins, rigide car les individus sont contraints de la respecter et encourent une sanction en cas de violation. Enfin, la coutume est territoriale, elle s'applique sur un territoire déterminé et on parle ainsi de coutume du lieu, de la terre ou du pays. Qu'en est-il de la coutume de Normandie ? Je la définirais comme un instrument nécessaire et précoce de civilisation et de paix. Une volonté politique forte, l'héritage carolingien assumé, un clergé instruit et des barons disciplinés, un peuple fidèle et soumis, ne manque plus à la couronne ducale que le sceau d'une justice au cadre rénové. La gouvernance d'un État puissant et expansif exigeait une organisation administrative sans défaut, et notamment un système juridique et judiciaire fort, fiable et reconnu du haut en bas de la hiérarchie sociale normande. Ce sera la survenue très précoce de cette coutume de Normandie. Car loin d'être le fruit de l'expansion du duché, le droit normand en est l'un des outils. Il émerge rapidement sous l'empire de l'urgence à rétablir ordre et paix dans une contrée dévastée. Il s'installe avec facilité en raison de son adéquation aux mœurs du temps et à sa fluidité. Qu'on se rappelle la fameuse clameur de Haro, invention normande, qui permet de rendre prompte justice à qui on fait tort, parfois aux dépens du duc lui-même. Pour cela, une petite anecdote pour fixer les esprits. Lorsque meurt Guillaume le Conquérant, évidemment, il meurt à la suite de la bataille de Mantes, le ventre percé par le pommeau de sa selle, et il meurt à Rouen. Il est envoyé, son corps et sa dépouille est envoyé à Caen, et pour être enterré dans l'abbaye aux Hommes, Saint-Étienne. Et devant le cortège se dresse un paysan furieux, Asselin, qui dit « Mais oui, cette terre appartenait à mon père, on l'a usurpée, procès. Clameur de Haro, on va lui donner satisfaction pour que, enfin, la dépouille du grand-duc soit conduite vers sa demeure éternelle. » Je vous raconterai à l'apéritif la suite des opérations parce que ça manque pas de piquant. Bref, c'est véritablement un humble, le plus humble possible, qui peut faire valoir ses droits face à la puissance ducale. Le duché de Normandie est ainsi le premier territoire à observer un corps de règles coutumières.
et comme on l'a vu, dès le règne de Roland. Il s'agit pour le prince d'aller vite en besogne et d'asseoir son autorité auprès d'une population initialement méfiante à l'égard d'un envahisseur à peine christianisé, quoi de mieux que le droit coutumier. Pour cela, faut un outil. Ce sera l'échiquier de Normandie. Et pour la mise en œuvre de ces réformes, le prince adopte une institution originale, qu'il a sans doute importée de Flandre et qu'il améliore. L'échiquier de Normandie. Alors échiquier, on se perd en conjecture sur l'origine du mot. Certains disent que c'est en référence au dallage de la salle où se réunissaient initialement les membres de l'échiquier. Sait-on jamais. C'est une assemblée de clercs et de notables promise à un bel avenir, et elle fera école en amont de Rouen jusque dans l'île de la Cité. C'est une sorte de parlement ambulatoire qui est chargé de juger les causes traitant d'abord de l'administration du domaine du duc et du redressement des torts faits à ses droits. Ainsi, le premier échiquier est l'ancêtre des chambres des comptes que copiera sans vergogne le roi de France. Puis rapidement, l'échiquier devient un corps de justice souveraine. Là encore, l'institution est pionnière. Assemblée d'abord itinérante, puis tenue au château de Caen, fixée une première fois à Rouen en 1302, elle voyage à nouveau et se sédentarise à Rouen en 1499. L'échiquier se réunit 2 fois par an en session de 3 mois, au printemps et à l'automne. Et attention, ses membres doivent déférer à la convocation sous peine de fortes amendes. C'est que l'institution n'a pas seulement pour mission d'instruire et juger les causes, mais de former les praticiens à la coutume, de la compiler et en quelque sorte de la faire passer de l'usage spontané à la science, de l'oral par conséquent à l'écrit. Je dirais, en risquant l'anachronisme, qu'on pourrait presque en faire une faculté de droit également, en tout cas un instrument de réforme. La Normandie est une fois de plus novatrice puisqu'elle accorde ainsi une place essentielle à sa jurisprudence, avant même les olymes du Parlement de Paris, ce qui sont le répertoire, les registres des décisions rendues et qui vont être institués sous Saint-Louis. Il existe des rôles de l'échiquier qui résumaient les jugements importants qui avaient été rendus. Les coutumiers normands, parlons-en. Coutume d'avant-garde, appelée rapidement à devenir prudente et, dit-on, la plus sage, son établissement suppose un corps de référence, un recueil de coutumes pour faciliter l'accès à la règle de droit et la rendre moins sujette à contestation. Ces coutumiers sont des œuvres privées, réalisées le plus souvent à la seule initiative des praticiens et non de prime abord, aucune valeur officielle. Ils subissent des influences culturelles diverses puisque les clercs qui les rédigent sont tantôt français, tantôt normands, tantôt anglais, tantôt laïcs, tantôt religieux. Ils étudient à Paris, comme à Bologne, comme à Oxford ou à Rouen. Ils sont pétris de culture latine, de droit romain et parfaitement au fait des réalités anglo-normandes et des exigences du prince. Alors que la coutume normande se déploie dans les faits depuis plus de 2 siècles, sa transcription sur le parchemin intervient dès la fin du XIIe siècle, puis principalement au XIIIe siècle. Ainsi, la rédaction de la coutume de Normandie se fait très tôt par rapport aux autres régions, environ un siècle auparavant. Ce phénomène s'explique par l'unité politique de cette contrée, sous l'autorité du duc-roi. Ce qui vaut pour tous va vite à condenser. Mais ce mouvement de compilation s'explique aussi par le contexte historique particulier de cette époque. Faut le dire, le royaume de France ne s'est pas endormi pendant cette période et la seconde partie du XIIe siècle voit s'exacerber la rivalité intense entre les rois plantagenets et capétiens. D'Henri II à Jean Santerre en passant par Richard Cœur de Lion, l'ennemi intime de Philippe Auguste, ils sont face à la résolution méthodique, irrésistible et acharnée du capétien. Acharné, c'est le mot. Philippe Auguste manque de se faire tuer à la bataille de Gisors, épisode de la Reconquête. Chargeant à la tête de ses troupes, il s'exclame « Je ne fuirai pas devant mon vassal ». C'est dire sa volonté. Ainsi le vent tourne et les Normands veulent prévenir la prévisible conquête française de la Normandie. La coutume de Normandie est rédigée une première fois très peu de temps avant la réintégration de la province au royaume des Lys, au point que certains historiens voient là une volonté de fournir un solide corpus à des juges royaux étrangers à la coutume locale. Les 2 premiers traités, qui sont de véritables joyaux de la science juridique normande, ont pour appellation la Summa Mocael, c'est du nom du moine Moquel, et les Statuta et Consuetudines Normanniae, les statuts et coutumes de Normandie. Leur rédaction a pour objet de sécuriser les situations des biens et des personnes dans une compilation raisonnée des décisions,
comme on le faisait pour les donations aux abbayes ou la concession des titres et des fiefs aux nobles, qui, elles, étaient conservées dans les chartriers pour faire preuve des droits acquis. C'est un peu le même principe de conservation. Le premier coutumier est rédigé avant la conquête de Philippe Auguste, à la toute fin du XIIe siècle. Il est assez bref, composé de 65 articles, qui traitent pour l'essentiel de droit privé, de droit pénal et de droit seigneurial. Une seconde rédaction suit immédiatement la conquête. On la situe entre 1218 et 1223 et comporte en supplément des éléments de procédure. Ces deux textes sont réunis et forment ce que l'on appellera le très ancien coutumier. Initialement rédigé en latin, rapidement traduit en français, il devient un texte juridique de référence, connu pour sa clarté, sa précision et sa concision. Sous le règne de Saint-Louis, une nouvelle synthèse de la coutume normande est faite sous le nom de Summa de Legibus Normanniae, la somme des lois normandes, rédigée en latin par un clerc vers 1254, et ce texte se présente dans une forme nouvelle, en un triptyque inspiré du droit romain, un résumé de la matière, la somme, une formulation des différents problèmes que celle-ci évoque, et enfin les solutions et les difficultés d'application. Ce texte est traduit en français à la fin du XIIIe siècle, entre 1270 et 1300, et prend nom de Grand Coutumier de Normandie. Les Normands y sont et resteront résolument attachés, et le considérant officiel dès la fin du XIVe siècle. Ça rendra très difficile la volonté royale de réformer les coutumes en Normandie. Il s'agit toujours d'une œuvre privée, mais les juges et les administrateurs s'y réfèrent néanmoins et invoquent régulièrement son autorité. Pendant ce temps-là, qu'en est-il de la coutume de Paris? Celle-ci recueille les lois civiles de l'Île-de-France et de la ville, et elle ne sera officiellement codifiée qu'en 1510. Non, n'anticipons pas, il y a quand même quelques traces de la coutume de Paris auparavant. Texte de référence et instrument de la justice royale, elle a certes une vocation générale et s'applique non seulement dans le ressort du Parlement de Paris, mais aussi dans toutes les autres cours du royaume pour suppléer au silence des coutumes locales, sauf évidemment dans les pays de droit écrit, comme à Bordeaux, dans le Languedoc, le Béarn, la Bourgogne, la Flandre, etc. Avant cette rédaction, émanée de l'autorité royale, on observait à Paris un usage ou une coutume dont l'existence légale était plus ou moins admise et respectée, mais dont l'expression formelle était beaucoup plus incertaine et nécessitait pour sa reconnaissance des enquêtes, des actes de notoriété, le témoignage des praticiens ou des décisions judiciaires pour certifier l'existence ou les fluctuations d'une coutume dont les variations étaient nombreuses. Alors que depuis longtemps, grâce au Plantagenet, la Normandie, la Bretagne, l'Anjou, mais aussi la Champagne, possédaient des coutumes écrites qui avaient acquis l'autorité d'une loi fixe et immuable, même si elles provenaient de rédactions privées, on voit bien que dans le royaume capétien, il n'en est pas de même. La première compilation privée connue de la coutume de Paris ne remonte qu'au XIIIe siècle, et encore. Il n'en est que des traces, comme dans le miroir historial des coutumes de Paris, dont l'existence n'est attestée que par une charte de 1332, même si on voit de ci, de là, dans des chartes ou des diplômes, par exemple Simon de Montfort qui donne la coutume de Paris comme loi au peuple de l'Albigeois en 1212, et Saint-Louis qui la cite dans un règlement pour le Languedoc en 1250. Il faudra le rattachement à la couronne de la Normandie et des autres possessions des Plantagenets ayant assimilé ce progrès pour que la coutume de Paris acquiert une prééminence politique sur les autres coutumes et qu'à l'exemple normand, dans le duché, elles servent d'instrument pour constituer le droit commun du royaume. De même, à la fin du XIIe siècle, Philippe Auguste adopte l'institution anglo-normande des baillis et des vicomtes comme ses délégués pour juger en son nom. Il en fait ainsi les vecteurs de son pouvoir et de la coutume qu'il promeut. Il adopte les principes de l'administration normande en poursuivant l'inventaire des fiefs, lancé par les Anglo-Normands dans leur duché, pour recenser les hommages des vassaux royaux, les services de garde des châteaux, la richesse immobilière des chevaliers et l'identité des sous-vassaux. Un peu à la manière de ce que Guillaume le Conquérant avait fait pour le Domesday Book, que les Anglais appellent le Doomsday Book, le livre de la catastrophe, hein, où on a un répertoire mais extraordinaire. On fait pas 5000 en Angleterre sans croiser une contrée qui figure dans le Domesday Book. Il y a un quadrillage extraordinaire qui avait été fait. C'est cela, cette capacité normande d'administrer. Et Philippe Auguste, lui, fonde enfin les archives royales, il était temps, et crée le trésor des chartes pour prévenir leur perte, comme à la bataille de Fredval
en juillet 1194, où dans la déroute de son armée, face à l'embuscade tendue par son ennemi juré Richard Cœur de Lion, il vit ses archives égarées dans le désastre. C'est une perte considérable d'ailleurs pour l'historiographie. Ça devient compliqué d'étudier cette époque parce que cette bataille de Fredval, elle a mis un véritable coup de massue sur les reliques de ce qui se passait avant Philippe Auguste. J'en arrive à ma conclusion. J'espère que nous avons été assez vite et que l'ennui n'a pas encore surgi. On résume. Pressé par l'état de décomposition des possessions qu'il reçoit en 911, Roland, imité par ses successeurs, ira vite en besogne. Il a les coudées franches, plus que le roi régnant à peine sur les Gaules. Ralliant intelligemment les faveurs de l'Église, lui et ses descendants mettent en place une administration efficace, un système juridique uniforme, une justice reconnue, une fiscalité juste et une prospérité insolente. L'un des avantages d'ailleurs de la recouvrance de la Normandie tient au fait que les Normands furent alors soumis au roi et lui payaient l'impôt traditionnellement versé à leur duc, notamment ce qu'on appelle le fouage-monnayage. C'est en grande partie grâce à eux que la monarchie française a pu établir des budgets excédentaires, heureux temps, pendant tout le XIIIe siècle. On dit même que certaines années, le duché de Normandie contribuait pour plus de 80% au trésor royal. Cette réussite indéniable hausse l'expérience normande au rang de modèle pour ses voisins, singulièrement français. Une longue et large frontière entre les deux principautés permettra les confrontations concurrentes et les imitations. Comment s'étonner alors que l'appellation de roi de France soit si exactement contemporaine de la réintégration des léopards normands dans le domaine royal en 1204. Le modèle séduira aussi, parce qu'il n'y a pas que le droit, sur les plans militaires et architectural. Le système des châteaux philippiens érigés par Philippe Auguste emprunte à celui des forteresses édifiées par les Normands au flanc de toutes leurs possessions continentales ou d'outre-mer et confiées à leurs plus sûrs vassaux. L'art normand des abbayes, églises et cathédrales a puissamment inspiré l'art français, qu'on appelle aujourd'hui l'art gothique, avec ses audaces innovantes, ses arcs brisés, ses tours lanternes, ses doubles tours symétriques en façade, à 3 foriums, ses triforiums. J'oserais dire. Philippe Auguste pensait-il aux Normands lorsqu'il s'adressait à Dieu, chevauché devant, je suivrai et partout après vous j'irai. Mais cela est une autre histoire, dit Kipling. Ainsi, je n'en aurais pas fini de chanter les louanges et les exploits de ma province. Je vous remercie. Y aurait-il des questions? Alors, messieurs, dames, donc si vous avez des questions, je vous invite à ce qu'elles soient précises, concises et bien sûr à ce qu'elles se terminent par un point d'interrogation. Voilà. Personne? Ne me laissez pas croire que tant de science évite toute question. Il y a forcément des controverses, il y a forcément des partis pris, il y a forcément des interprétations tendancieuses, comptez sur moi. Tout d'abord, merci pour cette conférence qui était très intéressante. Et je me demandais si cette efficacité normande était une spécificité des Normands de Normandie, ou si on la retrouvait également en Sicile ou dans leur possession de la Terre Sainte. Ah, mais c'est clair. Ça a été partout où ils sont allés, ils ont cette capacité-là à organiser. Faut pas se méprendre sur la civilisation normande. Je l'ai dit en présentation un peu de manière goguenarde. Ce sont des pirates, certes, mais ce sont aussi des commerçants avisés et qui ont le sens du droit de chacun et qui ont une vision assez égalitaire des rapports sociaux. Ce qui fait que là où ils s'implantent, il n'y a pas de domination, ils savent se saisir des capacités locales et même lorsqu'ils vont... celui qui va en Espagne, il va épouser la fille du comte de Barcelone, Tancred de Hauteville et ses descendants. Ils vont s'établir sur le sud, dans les Pouilles de l'Italie et en Sicile, mais ils vont là aussi se saisir des coutumes locales, y compris lorsque l'occupation sarrasine sera de longue durée, et ils vont même établir des liens de vassalité avec des grands et des princes sarrasins. Curieusement, et ils vont laisser se perpétuer des coutumes qui sont plutôt musulmanes et dans une cohabitation qui est presque une bonne intelligence. Et ça sera ainsi partout.
En Angleterre, ça a été quand même un peu rude. Ils y sont allés de taille et des stocks. Hein. Ils ont notamment, Guillaume a totalement écarté la noblesse anglo-saxonne parce qu'elle était parjure. En réalité, tout l'enjeu était là. Hein. S'il avait le soutien du pape, c'est que les prétentions d'Harold étaient considérées comme illégitimes et on a évacué cette noblesse anglo-saxonne. Ce qui fait que l'on retrouve aujourd'hui des traits dans la société anglaise ou britannique qui sont typiquement issus de la conquête. Vous avez notamment cette distinction entre la upper class et la low class qui est encore très sensible aujourd'hui. Faut bien dire que, alors il y a aussi eu la réforme protestante pour alimenter le sujet en attribuant Henri VIII. Le coup qu'il a fait lorsqu'il a imposé la réforme protestante, quand il s'est détaché de la papauté, c'est pour des raisons financières. C'est pour renflouer le trésor royal. Il a confisqué tous les biens de l'Église, il s'en est réservé une bonne part, mais pour que ça passe, il a largement dispensé les richesses de l'Église à ses féodaux, plutôt, enfin, à son aristocratie plutôt. Et encore aujourd'hui, on a ces strates-là. Mais donc, il y a un vrai génie normand. Je sais pas s'il se perpétue dans les Normands d'aujourd'hui, j'espère. On sait bien quand même qu'il y a eu quelques personnages importants de notre histoire pour veiller notamment au droit. Enguerrand de Marigny, qui est le malheureux ministre de Philippe IV le Bel et qui paiera de sa vie sa fidélité au prince. Il sera réhabilité 2 ans plus tard, mais il aura été pendu et exhibé sur le gibier de Montfaucon pendant 2 ans quand même, avant de recevoir une sépulture à Écouis. C'est un Normand. Marigny, c'est un Normandie. Je vous parle pas de notre grand Corneille, je vous parle pas de Louis Roménil, le dernier garde des Sceaux sous Louis XVI. Bref, il y a toute une litanie, tout un cortège, tout un corpus et toute une tradition qui fait de la Normandie une terre de droit et un exemple de l'administration. C'est vrai. Ai-je répondu? Parfaitement. Bonjour et merci pour cette conférence. Pour ce qui est de... Levez-vous que je... Ah bah... Non, désolé. Pour ce qui est en fait de cette capacité à administrer le territoire, en fait, vous pensez que ça vient d'où? Est-ce que c'est la culture scandinave, germanique des colonisateurs qui a apporté ce droit individuel en fait? D'où est-ce que ça vient en fait? Est-ce qu'il y a un côté aussi celtique, parce qu'il y avait des Francs, mais il y avait aussi des Celtes sur le territoire? D'où ça vient? Non mais je crois que je vous l'ai dit, il y a quand même un atout paradoxal, c'est que lorsque Roland s'établit en Normandie, le pays est en ruine. Plus rien ne tient. Donc, c'est relativement facile de construire sur le rien, sur le vide. Il y a cette espèce d'aspiration de la population gallo-romaine, hein, qui est là, qui est christianisée, qui regarde d'un drôle d'air ce drôle de prince avec ses drôles de mœurs, avec ses femmes et compagnie, hein, parce que faut voir que dans les mœurs nordiques, il y a la polygamie, que l'on a, il y a même une définition du mariage qui s'inscrit dans le droit normand, et l'Église elle-même va sans doute adopter une doctrine du mariage qui emprunte à cette double vision romaine du mariage considéré comme un contrat et normande considéré comme la prise de possession du corps. Un de mes anciens curés disait souvent à ses futurs mariés, « Je ne vous marierai pas, et lorsque vous sortirez de l'église, vous ne serez pas mariés. » Alors le premier terme, « je ne vous marierai pas » parce que chacun sait que les ministres du sacrement de mariage sont les époux eux-mêmes, le prêtre n'étant là que comme notaire, comme témoin, et on sort de l'église non marié parce que l'église considère, comme les Normands, qu'il n'y a de mariage valide que lorsqu'il est consommé. C'est vous dire qu'on est quand même dans une période de temps où la civilisation oscille, les barbares et les prétendus civilisés se mixent. Distinguer des linéaments pour dire c'est de là que ça vient, c'est compliqué. Je pense que l'origine est plus variée, plus profuse que ça. Je vous en prie, levez-vous qu'on vous entende et qu'on vous voit. Je me posais une question. Dans quelle mesure, alors même que l'importance énorme de la Constitution chez les États-Unis
amènerait plutôt un aspect qui n'est pas de la loi coutumière. Le fait qu'il y ait l'idée que ce qui compte dans la Constitution américaine, c'est l'interprétation par la Cour suprême et un héritage de la common law et de la loi coutumière normande. Alors, on se doit de le dire. On se doit de le dire, c'est évident. Là, pour le coup, l'affiliation est très, très, très claire. On sait bien d'où vient le droit américain. Il est d'importation directe des îles britanniques. Et on sait bien d'où surgit le droit qui est en vigueur encore dans le Royaume-Uni. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les pays de common law sont directement héritiers de ça, c'est clair. C'est ce que je disais en introduction en disant cet héritage, il est puissant, il est actuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Dans ce cas, on peut applaudir Monsieur Lacombe.